Par principe, la loi fait peser la charge de la preuve sur le demandeur, qui doit établir le bien-fondé de sa requête au regard d'un texte de droit ou justifier d'une créance quelconque. Si cette preuve est apportée, le juge y fera droit, à moins qu'il ne soit prouvé que le droit a déjà été ouvert ou qu'il est prescrit, c'est-à-dire que le délai pour le réclamer est dépassé, ou à moins encore que le débiteur de la créance n'apporte la preuve que celle-ci a déjà été payée. On dit exécuter dans le langage courant. Différents modes de preuve sont ainsi admis par la loi et la jurisprudence, comme les écrits, ceux qui sont signés par un officier public, comme un notaire, un huissier de justice, etc., et qui comportent également la signature des parties concernées, ceux qui sont signés uniquement par les parties concernées ou contresignés par leurs avocats, voire des écrits non signés comme les documents professionnels obligatoires, la comptabilité, les factures, les bons de commande, les tickets de caisse, etc., ainsi que les documents d'ordre purement personnel. En droit commun, si un acte juridique est supérieur à une certaine somme, 1 500 € actuellement, seule la preuve par écrit signé est admise, sauf exception. Alors que dans d'autres droits spéciaux, comme en droit du travail ou en droit commercial, généralement tout type de preuve est accepté. Mais même si la preuve préconstituée par écrit est exigée, tout type d'écrit, comme des talons de chèque, des courriers, des mentions sur un registre quelconque, ou un contrat à qui il manque des mentions obligatoires, etc., tout type d'écrit peut être utilisé comme preuve contre celui qui en est l'auteur, dès lors qu'il rend vraisemblable ce que l'on veut prouver. On parle alors de commencement de preuve par écrit qui devra être complété d'autres preuves. Par ailleurs, ce sont les originaux qui servent de preuve. Mais leur copie fiable, c'est-à-dire une reproduction à l'identique, et dont l'intégrité peut être garantie dans le temps en raison de son format, comme par exemple le PDF, est présumée avoir la même valeur que l'original, qui pourra néanmoins être demandé s'il existe toujours. D'autres preuves sont admises, comme les témoignages de personnes qui relatent ce à quoi elles ont personnellement assisté, ce qu'elles ont constaté, vu, entendu, ou les aveux d'une personne qui reconnaît la véracité de quelque chose qui lui est défavorable, soit qu'ils sont passés devant le juge, ou en dehors de la présence de ce dernier, entre amis, devant les forces de l'ordre par exemple. Ou encore les serments lorsqu'une personne jure sur son honneur que quelque chose joue en sa faveur, soit à la demande de l'autre partie qui entend faire dépendre la décision du juge de celui-ci, ou à la demande du juge pour s'assurer de la bonne foi d'une partie. Enfin, il existe les présomptions, c'est-à-dire des suppositions que quelque chose est vrai, soit parce que la loi en décide ainsi, soit parce que le croisement d'éléments concordants semble l'indiquer. Il en est ainsi des photocopies, des enregistrements vidéo ou audio, des fax, etc. Attention, certaines présomptions dites irréfragables ne peuvent être contestées. Néanmoins, une hiérarchie existe entre les preuves dites parfaites, qui lient le juge, et celles dites imparfaites, qui laissent une marge d'appréciation au juge qui peut s'estimer plus ou moins convaincu par les preuves apportées. Sont parfaites les actes authentiques sous signature privée ou les actes contresignés par des avocats, ainsi que les aveux judiciaires et les serments décisoires. Un juge n'aura donc pas d'autre choix que d'en tirer toutes les conséquences qui en découlent. En revanche, tous les autres modes de preuve sont donc, à contrario, des preuves imparfaites. Dernier point, une preuve par document électronique a-t-elle la même valeur qu'une preuve d'un document en format papier? La réponse est oui, à condition que le format électronique apporte toutes les garanties traditionnelles du format papier, comme le fait que son auteur soit identifiable, notamment par l'usage d'un certificat d'identité numérique ou d'un certificat serveur, notamment à l'occasion d'un recommandé électronique.
que le document comporte un système d'horodatage, et enfin qu'il soit édité, transmis et archivé dans un processus entièrement numérique, dans un format qui permette d'être lu facilement sans pouvoir être modifié. Pour cette troisième condition, si la signature électronique remplit parfaitement ses fonctions, d'autres procédés plus grand public sont considérés comme étant acceptables, comme le document édité au format PDF normalisé, ou l'échange de données informatiques selon des formats convenus entre les parties, ou enfin la piste d'audit qui permet de documenter tous les processus d'élaboration d'un document électronique. Attention néanmoins à respecter les formalités imposées par la loi, comme en droit civil qui pose l'exigence d'une preuve préconstituée dès lors que l'acte est supérieur à une certaine somme, et qui prendra ici la forme d'une signature électronique appartenant à un officier public pour avoir un acte authentique électronique, à un avocat pour avoir un acte contresigné par avocat électronique, ou une signature électronique appartenant aux parties afin d'avoir un acte sous signature privée électronique. Mais également le respect d'autant d'exemplaires que de parties qui s'engagent, ce qui est réputé acquis lorsqu'un procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès, notamment en le déposant sur un serveur accessible par chacun. Et enfin, la transmission de ces actes électroniques pour en assurer la publicité au besoin, comme les statuts de société par exemple, qui doivent être transmis au registre du commerce et des sociétés, à défaut de quoi les documents électroniques ne pourraient être considérés que comme de simples présomptions et non des écrits fiables.